mais on peut nettement améliorer la vie de ces demoiselles. Alors, on va travailler, je ne parle pas de guérir, on va plutôt travailler sur le côté symptomatique, mais le plus important, si on commence à rentrer dans cette thématique-là, c'est vraiment l'évaluation. Et l'évaluation est quelque chose d'assez primordial. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette deuxième partie de cycle, on est un petit peu dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alors, c'est important de se faire aider ou par un conjoint ou par un parent, de manière à remplir, par exemple, un petit journal avec toute la symptomatique d'ordre psychique. Alors, on peut très bien y associer les petits syndromes prémenstruels qui parfois s'y rajoutent, hein, en raison, on le verra, d'un problème œstrogénique. Hein. Mais c'est important de lister tous ces symptômes pendant au moins 2 cycles. Quand on parle de 2 cycles, c'est 2 mois. Voilà, donc on part du premier jour des règles, ou même on peut commencer son petit journal au cours du cycle, si on a un cycle de 28, 30, 30 jours. Hein. Commencer à noter journalièrement. Alors, je vais avoir sur mon site éventuellement, j'essaierai de l'installer, hein, un exemple de ce journal, de manière à pouvoir le télécharger. Alors, je connais d'autres sites, vous pourrez peut-être mentionner plus tard, qui vous permet de télécharger également ce document. Et ce document est intéressant parce qu'il peut permettre également à votre médecin de mieux vous accompagner, de mieux comprendre. Et là, dans le livre que je suis en train d'écrire également, je suis en train de créer des courriers également type pour les médecins, voilà, pour pouvoir essayer de leur expliquer un petit peu ce que c'est. Et voilà. C'est une ressource nécessaire quand on parle d'une affection, d'une problématique qui est très peu connue. Les médecins se trouvent aussi souvent bien désarmés face à cette situation-là. Donc, c'est clair que si on peut aussi les accompagner dans la compréhension de ce qui se passe, c'est vraiment une ressource importante, quoi. Exactement, mais si vous arrivez déjà avec une auto-évaluation et un journal, déjà on verra le caractère cyclique et vous-même par rapport à vous-même. Hein, je ne demande pas de faire un diagnostic, puisqu'on sait que le diagnostic est réservé au corps médical, mais on est quand même par rapport à un document, on verra qu'à partir du premier, voire deuxième jour des règles, on a évaporation des symptômes, on n'a plus d'irritabilité, plus d'insomnie, plus de pulsions alimentaires, de tristesse, hypersensibilité. Les jeunes femmes me parlent d'un rayon de soleil, ont l'impression que c'est en vacances. Et dès qu'on se rapproche à nouveau de cette partie un petit peu noire, entre guillemets, on va retrouver ce même caractère cyclique de deuxième partie de cycle, juste avant les règles, avec de nouveau une humeur dépressive, une irritabilité. Mais là, comme vous m'avez posé la question, on rentre dans un problème de sévérité de symptômes. On n'est pas du tout sur un syndrome prémenstruel. On peut très bien être irritable, hein, comme beaucoup de femmes en deuxième partie de cycle, avec celles qui volent un petit peu dans la maison. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher d'aller travailler, d'éduquer nos enfants, vous comprenez, ou d'étudier à l'école pour des jeunes filles, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que de nombreux, et ça c'est quelque chose que j'aimerais rajouter, je n'ai même pas pensé, de nombreuses jeunes filles sont réglées de plus en plus tôt et on associe ce trouble dysphorique prémenstruel à l'adolescence. Oh, elle est adolescente, encore, c'est les humeurs de l'adolescence. Et donc ça, je demande aux mamans s'il y en a certaines qui écoutent ce petit entretien, de vraiment faire la différence entre le caractère un petit peu anxieux, irritable, colérique de l'adolescent et ce côté cyclique dans le syndrome dysphorique prémenstruel où chaque fois que la demoiselle s'approche un petit peu de ses règles, on a ce caractère dépressif puisque j'ai des demoiselles qui sont en pension, qui doivent être sorties du pensionnat pour pouvoir rentrer chez elles en deuxième partie de cycle. Elles sont incapables d'étudier et elles restent dans leur chambre à pleurer, on va dire, 24 heures sur 24. Donc ça c'est dramatique. Et vraiment, il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour expliquer ça ? Maintenant qu'on s'est dit, bon, on voit à peu près le diagnostic, en tout cas, on voit que c'est une question de gravité et qu'il y a des personnes qui vivent cette gravité un peu extrême de cette période prémenstruelle. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on en arrive là, que le corps en arrive là, en fait ?
Alors, principalement, alors il y a trois, on va dire, il y a de tonnes d'études, mais on va avoir, ou alors on va voir sur le côté de médecine préventive, naturelle, ou on va appeler peut-être la médecine fonctionnelle. Elle va plutôt partir sur le fait qu'il y aurait une. Alors, je vais parler toujours au conditionnel, hein, parce qu'on est toujours sur des. C'est pas vraiment clair. C'est à l'étude encore. Une dominance d'œstrogène par rapport à une progestérone qui pourrait être trop basse. Ces œstrogènes donc, pourraient influencer le système sérotoninergique, hein, qui est responsable bien entendu de la bonne humeur, du sommeil, du système cognitif. La progestérone également trop basse pourrait être également impliquée. Elle modifierait des taux de GABA. Alors là, je rentre dans des explications qui sont quand même assez difficiles. Le GABA, c'est un petit peu la pédale de frein des autres neurotransmetteurs. Il y a une action un peu anxiolytique également. Donc, si on a une progestérone basse, selon certaines études, ça pourrait également influencer ces GABA. Donc, on pense bien que les hormones seraient les contributeurs, on va dire, potentiels du syndrome dysphorique menstruel. Mais on a également des personnes, telles que vous, mesdames, qui auraient une sensibilité accrue à ces variations hormonales. Donc, on n'a pas. Alors, si on commence à travailler sur tout le système hormonal, les hormones également sont influencées également par la santé intestinale. Et ça, je pense que maintenant, on en parle assez partout dans des magazines de santé, à la télévision, etc. Et ces fameuses dysbioses intestinales, quand on parle de dysbiose, c'est des modifications qualitatives et quantitatives. Alors, attendez, on ne vous a pas bien entendu, ça a sauté. Les modifications qualitatives et quantitatives, on va dire, la qualité et la santé de ce microbiote intestinal, hein, qui permet également d'éliminer les œstrogènes. Donc, le problème, c'est que si on a déjà un intestin qui est irritable, qui est inflammé, avec toute une symptomatique associée, on va dire ballonnement, crampes, coliques, etc., on peut penser que l'on a un problème, on va dire, de dérèglement au niveau de ce microbiote intestinal, et ces bactéries qui peuvent être pathogènes ou pas, hein, peuvent bien entendu déconjuguer, on appelle ça ces œstrogènes, c'est-à-dire ces œstrogènes qui ont été conjugués par le foie pour être éliminés par la bile, vont se retrouver dans l'intestin et de par un problème de dysbiose intestinale, ces œstrogènes vont être déconjugués, c'est-à-dire qu'on va leur enlever une petite poignée, on va les relancer un petit peu dans la circulation et donc cette flore intestinale va les déconjuguer et va permettre à ces œstrogènes d'être réabsorbés par la muqueuse intestinale et donc rentrer à nouveau dans le cycle entéro-hépatique, c'est-à-dire qu'ils sont relancés dans le système. Elles vont donc augmenter ce terrain œstrogénique qui, lui, serait responsable de ce syndrome dysphorique prémenstruel, mais pas que. Hein, D'accord. Voilà. Donc moi, ce que j'entends, dites-moi si je me trompe, vous nous parlez de deux choses qui vont certainement peut-être ensemble. D'un côté, trop d'œstrogènes, et notamment par le fait que des œstrogènes puissent être prévus pour être jetés, entre guillemets, prévus pour être mis en dehors du corps et sont réinfiltrés dans le circuit. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. Exactement. Et puis l'autre partie, vous avez parlé très rapidement du fait qu'on puisse peut-être avoir une réactivité différente en fonction des femmes à ces hormones, c'est ça? C'est-à-dire qu'on puisse avoir des récepteurs plus sensibles, peut-être? Est-ce que c'est ça ou... Exactement.